Beaucoup de gens ont peur d'utiliser trop cette conception trop archaïque du tissu africain. C'est plus cérémonial, c'est plus tout ce qui est coutumier. Donc, comment faire pour que les gens portent? Et le tissu est coloré. C'est pas tout le monde qui sait faire la combinaison des couleurs aussi. Je ne me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais entreprendre. Pas du tout. Mon seul objectif, moi, c'était de me démarquer. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais tu es au mauvais endroit, ton produit ne sera jamais acheté. Et avoir le pire produit du monde, être dans un musée, sera valorisé. Une Ferrari, je ne sais pas, dans un quartier abandonné de la Guinée, ça ne servira à rien. La valeur n'est pas reconnue si tu n'es pas au bon endroit. Comment être au bon endroit? Bonjour à tous et bienvenue dans la Voix des Jeunes. Ici, nous explorons les idées, les passions et les enjeux de nos générations. Dans cet épisode, nous allons nous aventurer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et sur ce, j'ai comme invité une jeune entrepreneur, Minata Bessila, gérante de Minsi Tradi et de Minsi Hôtesse. Bonjour Minata Bessila. Merci d'être venue. Très ravie de te recevoir. Plaisir partagé. Comment tu vas? Ça va. Ça va et toi? La forme, oui, ça va bien, merci. Maintenant que tu es là. Ah, t'as mieux. Alors, comme je viens de le dire dans l'introduction, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Le terme porte sur l'entrepreneuriat. Nous allons parler de l'entrepreneuriat en général, de l'entrepreneuriat jeune, de l'entrepreneuriat en Guinée, où les défis sont nombreux, mais surtout des vraies raisons derrière l'engouement entrepreneurial. Donc, sur ce, avant de commencer, je vais te demander de te présenter pour ceux qui nous suivent. Bonjour à tous. Alors, je suis ici Minata Bessila, diplômée en administration des systèmes d'information. Je suis gérante de Minsi Tradi et de Minsi Hôtesse, qui sont l'un une structure de création et de commercialisation d'accessoires en tissu africain, et l'autre une structure d'hôtesse événementielle, tout simplement. Alors, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est en train de devenir la nouvelle forme. On voit de plus en plus, nous les jeunes, se lancer dans l'entrepreneuriat. Et les vraies questions qu'on se pose est de savoir, premièrement, qu'est-ce que ça veut réellement dire entreprendre? Personnellement, déjà entreprendre, c'est résoudre un problème. Ce qui fait une nuance, c'est que tu entreprends dans un secteur lorsque tu as vu un problème que tu veux résoudre ou dont tu as la solution, ou encore tu veux améliorer une solution qui existe déjà. Donc on entreprend quand il y a ces deux facteurs, problème ou amélioration de solution. Donc ça te permet de trouver, de penser à un concept, à une manière de faire pour résoudre justement ce besoin qui est là. Et c'est justement ce besoin-là que tu vends aux gens pour faire de l'argent. Cette solution, pardon. C'est ça. Et deuxième question, est-ce qu'on entreprend par passion, par frustration du chômage ou par l'influence des réseaux? Écoute, ça peut différer. Moi, je dis chacun a son histoire, chacun a sa manière de commencer et chacun sait ce qui motive. Personnellement, je ne me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais entreprendre. Pas du tout. Mon seul objectif, moi, c'était de me démarquer, personnellement. Donc, pour la petite histoire, Minsi Tradi a commencé quand j'ai eu mon bac. Et juste après, j'ai commencé à vouloir changer de mode vestimentaire. En gros, c'est ça. Donc, étant passionnée de tout ça, j'ai commencé à faire des accessoires. Mais voilà, c'est quand j'ai fait le salon des étudiants entrepreneurs que j'ai présenté cette chose que je faisais dans la maison. Et voilà, c'est là que je me suis rendu compte peut-être que ce que j'aimais bien faire, la petite passion, peut être un métier. Donc à la base, moi c'était une passion que j'ai reconvertie peut-être en entrepreneuriat. Donc pour d'autres aussi, ça peut être, je vois telle personne qui fait ça, je l'admire bien, je veux faire comme cette personne et donc je me lance sur cette voie. Au final, tu entreprends. Donc chacun a sa raison. Les réseaux sociaux aussi peuvent te pousser. Si tu es quelqu'un qui n'a pas, qui est tout sur les réseaux aussi, tu vois les autres, donc tu as envie de faire quelque chose d'autre et tu fais, ça te réussit. Et surtout avec les réseaux aujourd'hui, je crois qu'on romantise beaucoup plus l'entrepreneuriat. Chacun montre et tout, mais on cache le côté
cardio. On cache ça, je pense qu'on ne le dit pas souvent. Oui. Mais si on était prévenu ou on n'est pas conscient du cardio que ça demande tant que tu n'es pas dedans. Donc on n'est pas très, très informé sur ça. Okay. Mais au final, c'est pour les gérants. Ok. Tu es gérant de Mincy Tradi et de Mincy Hôtesse. C'est ça. Parle-nous un peu plus de tes entreprises. Donc, Mincy Tradi a été la première structure, comme je le disais tantôt, qui est née d'une passion, de l'envie de me démarquer des autres. Donc, je voulais un style un peu africain. Et j'étais amoureuse de mode africaine. J'aimais aussi faire le bricolage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en fait. J'étais jeune, enfin, j'étais au lycée. Okay. Je me suis dit, comment trouver un style qui me ressemble, qui me permet d'être dans les deux mondes, d'affirmer mon originalité, mes origines et de suivre la tendance. Donc, c'est à travers ça et à partir de là que j'ai commencé à me faire mes propres accessoires. Et c'est au salon, comme j'ai dit, j'ai participé au salon, j'ai eu le prix coup de cœur des membres du jury. Là, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a du potentiel en fait. Ouais. Et c'est comme ça que Mincy Tradi a commencé tout simplement. Voilà, à partir de là, tout a débuté. Je participe aux événements par-ci par-là. Et Mincy Hôtesse, pour moi, c'était la figure, en gros, c'est le mannequin qui permet de valoriser ce que je fais aux côtés de Mincy Tradi. Vu que je fais des accessoires, tendances, et ma vision était de combiner les deux, donc promouvoir l'afro-chic. Pour moi, Mincy Hôtesse, ça va juste être un service de prestation d'hôtesse événementielle, mais qui ne sera pas comme les autres. Un service où les hôtesses vont promouvoir la culture africaine à travers leur mode vestimentaire. Donc c'est le point qui me différencie, je dirais, des autres structures. Parce qu'au final, moi, je ne fais pas porter que le tissu africain, mais je fais les accessoires en fait pour donner une autre vision. Donc les deux entreprises, pour moi, sont dans des secteurs presque pareils, mais qui sont complémentaires. Ok. Et à quel moment, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, c'est bon, ok, je me lance? Je me lance. Des deux entreprises. Je me lance après, c'est le salon. Franchement, moi, le salon, ça a été mon déclic, très sincèrement. Le salon, le projet est venu, on veut un salon des étudiants entrepreneurs. Réfléchissez, vous avez un projet par-ci, par-là. Je me suis dit, ok, je fais et je participe au salon. À la base, c'était pour voir ce que je pouvais faire. En fait, le truc, c'est que je savais que ce que je dois faire dans la vie, peu importe ce que c'est, mais il fallait que j'apprenne à coudre personnellement. Donc, j'ai très vite appris à coudre. Je partais aux ateliers pour essayer d'apprendre à coudre et tout. Donc, tu sais bien coudre? Ouais, je ne coupe pas des habits, mais je sais manier la machine. Ok. Donc, voilà. Et à partir du salon, je me suis dit, ok, ça peut être quelque chose de potable. Donc, vas-y, suis le vent en fait. Donc, j'ai commencé avec le salon des coachings, j'ai appris ce qu'il faut pour une entreprise, quelles sont toute la partie administrative qu'il faut. Et c'est après ça, j'ai créé l'entreprise. Et Mincy Hôtesse, franchement, je suis quelqu'un, on peut dire, je ne vois pas une opportunité laisser filer. Donc, l'université, encore l'Université française de Guinée, qui est aujourd'hui KIES Academy, lors de la remise des diplômes, j'ai proposé, je peux avoir des filles pour faire l'accueil. Et c'est parti de là. Donc, ils m'ont donné cette chance. Et puis voilà, je me suis dit, vas-y. Et en même temps, j'ai essayé, vu que je promouvois le tissu et les accessoires, j'ai mis ça. À la base, c'était mes copines même qui étaient devenues des hôtesses à cette époque. Mais maintenant, j'ai recruté d'autres hôtesses qui participent à des événements et tout. Et donc, c'est parti comme ça. En même temps, j'ai décidé que ce soit une figure de Mincy Tradi. Donc, si je comprends bien, ces deux projets ne sont pas mis en même temps. Il y a d'abord eu Mincy Tradi. Et après la réalisation de Mincy Tradi, tu as eu l'idée de faire Mincy Hôtesse. Par contre, ils ont été créés légalement le même jour. Ok. Alors, à part du fait que ces deux entreprises viennent de toi, je vais te demander qu'est-ce qui lie ces deux entreprises. Mais je pense que tu m'as dit que c'est en quelque sorte le mannequin de Mincy Tradi, ce sont les hôtesses. Ok. Et à part autre chose je pense que c'est ça. Et la personne et moi, en gros, j'ai toujours, concernant Mincy Hôtesse, j'ai toujours aimé
tout ce qui est manière d'être, tout ce qui est savoir-faire, ça. Oui, oui. C'est ce genre de choses. Et donc, ils sont liés par le fait d'être complémentaires, mais j'ai aussi envie de voir comment justement monopoliser, en tout cas m'installer dans ce domaine d'hôtesse. Je sais que le marché actuellement, il y a beaucoup de structures d'hôtesse, mais trouver ma touche à moi pour faire toute la différence. Et je mise beaucoup sur la prestation et la satisfaction du client à fond, quoi. Du coup, voilà. Et parlant de tes créations, d'où tu puisses tes inspirations pour créer tous tes modèles, tes accessoires? Écoute, on va pas aller très loin. Moi, pour faciliter les choses, je me suis dit, vu qu'il faut résoudre un problème, qui est, je voulais être dans la mode africaine et suivre la tendance, on va pas réinventer la roue. Il y a des accessoires déjà qui existent. Donc, essayons de recréer les mêmes accessoires que tout le monde aime porter, en tout cas qui sont maintenant des incontournables. On va créer ça en tissu africain. Quand j'ai voulu faire ça, je me suis rendu compte d'un problème aussi, un autre problème, qui était l'association. Beaucoup de gens ont peur d'utiliser cette conception trop archaïque du tissu africain. C'est plus cérémonial, c'est plus tout ce qui est coutumier. Donc, comment faire pour que les gens portent? Et le tissu est coloré. C'est pas tout le monde qui sait faire la combinaison des couleurs aussi. Donc, à partir de tout ça, je me suis dit, vas-y, au lieu de créer même une pièce unique, moi je fais des ensembles. Comme ça, c'est facile le port des accessoires et tout ça. Et voilà, j'essaye tant bien que mal de voir si je vois quelque chose de super beau. Vraiment, c'est un mix de plein de choses. Quand je vois ce qui marche, je peux essayer de réinventer la roue. Si ça marche, ce modèle-là marche, comment améliorer ce modèle-là pour que ça puisse répondre aux besoins de mes clients et aussi que ça puisse être conforme à l'afro-chic, comme moi je le dis, quoi. Donc en gros, c'est comme ça. Et j'avoue, ça n'a pas été facile tout ça. Alors, quels sont les principaux obstacles auxquels tu as eu à rencontrer au début et au cours de tes projets, de la réalisation de tes projets? En fait, tu sais, l'idée, quand c'est dans la tête, c'est très beau. Tu dis, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais la réalisation, c'est tout autre chose. C'est là que tu revises tes plans en 1000 fois de suite. Tu as une stratégie, tu as des plans A jusqu'à Z. Tu utilises toutes les lettres là, tous les plans là et tout, avant de trouver la solution parfaite. Le premier problème que moi j'ai eu déjà, c'était lié aux machines. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai lancé les deux, là, limite, j'étais encore étudiante. Donc, c'est pas comme si je suis focus sur le business H24. Donc, je le fais à mes temps libres et tout. Et par rapport à ça, j'avais pas de machines forcément qui sont dédiées aux sacs parce qu'il y a des machines spécifiques pour ça. Pour les sacs, oui. Pour les sacs, oui. Et moi, j'avais des machines de couture d'habits. Donc, c'est avec une machine pas conforme que j'arrive quand même à faire tout ce que je fais. Donc, il y a ce problème de matériel qui s'est posé. Et en plus de ça, sur le marché aussi, il y a beaucoup de matériel qui existe. Donc, ça fait que tu as un peu de problème avec le produit fini. Il y a nos tissus locaux que j'essaie de promouvoir souvent, qui peuvent aussi causer des problèmes par rapport à leur manière d'être fait et tout ça. Et il y a la société, il y a les consommateurs. Quand tu te dis j'ai trouvé un problème, je vais résoudre le problème. Il y a ton client qui te cause problème. Parce qu'il préfère payer quelque chose qui est moins cher, mais qui va repayer peut-être 3 à 4 fois dans le mois, que de payer quelque chose de durable. Donc, convaincre, ça a changé cette mentalité déjà. Changer tout ça, c'était un peu compliqué. Et donc, je pense que côté Minci Tradi, c'était ça le petit problème. Comment est-ce que le client va dire ah oui c'est cher, mais tu vas vouloir payer autre chose parce qu'il y a ce complexe d'infériorité. Moi c'est comme ça que je le perçois par rapport aux produits locaux et aux faits main locales. Donc il y a aussi concernant Minci Hôtesse, c'est de trouver des contrats qui est compliqué. Exactement, sur le marché. Sur le marché. En fait c'est comme si tout est c'est un réseau. Et en tant que jeune étudiante sortante débrouillarde, tu es face aux gens
qui n'hésiteront pas à te dire non, Oui, je travaille avec tel déjà. carrément. Ou non, en fait, je ne fais pas ça. On te bloque dès le début. Ou il y a tellement Et de très soucis. C'est ferme. Ou soit ça va être de te faire des propositions qui ne sont même pas impenses. C'est trouver déjà. Si tu n'as pas un réseau fort, c'est compliqué. Oui, c'est Donc, compliqué. ça c'est un conseil. Rassurez-vous d'être dans un secteur Oui, où vous connaissez au moins des gens, oui. où vous pouvez jouer de vos relations aussi Relation, oui. pour avoir des choses. Parce qu'au final, le réseau, c'est la base en fait. Ça, quand même, c'est vrai. Et parlant de l'aspect financier, comment tu as financé tes entreprises? Est-ce que tu as eu un soutien? Soutien financier, mon premier soutien financier, c'était le salon des étudiants entrepreneurs. Ok. Donc là-bas, quand j'ai gagné la première édition, j'ai eu un financement de 5 millions, je pense, et de la deuxième édition, 10 millions. Donc, disons que ça commence avec 5 millions, mais avant ça, on a commencé avec, je dirais quoi, 200 000 pour me payer mes propres trucs, pour aller au marché, payer un tissu, une colle, une connexion, bref, le matériel pour commencer. Mais à part ça, j'avoue que j'ai du soutien, surtout de mes amis, qui étaient la première équipe avec qui j'ai commencé, c'était mes copines, et mon grand frère, Oui. qui est mon soutien incontestable, ma plus grande critique et tout. Donc, ça fait que ça t'encourage. Oui. Même si à date, tu n'es pas là où tu veux être, mais au moins, tu sais que quand tu seras prête à mettre tout, qu'il y a des gens, et puis à l'équipe, Oui. tu as tes amis. Ça t'encourage? Ouais, j'ai un cousin. Ah, rien à dire en fait. C'est l'équipe de base, tu vois. la C'est ces base. personnes-là qui peuvent t'encourager quand tu ne veux même pas faire. On te dit non, vas-y. Quand tu sais que tu pars même à perte, tu fais des événements à perte, mais tu le fais quand même parce que tu as une vision bien déterminée. Et puis voilà. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui cherchent à obtenir un financement? Par contre, je sais qu'il y a dernièrement, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à ça. Je sais qu'il y a des structures qui font où tu peux aller en fait pour essayer d'avoir des fonds. Et il faut beaucoup se renseigner en fait. Le national, je sais que c'est pas trop, mais à l'international, je sais qu'il y en a. Même dernièrement, il y a TV5 qui doit faire un truc lié à ça. Mais je sais qu'il y a des entités, des structures qui soit te donnent un fonds propre ou encore t'accompagnent d'une autre manière. Par exemple, Enabel. Moi, j'ai participé à des cours d'Enabel, 100% créative. C'est des sessions d'incubation, de renforcement de capacité des entrepreneurs pour qu'ils puissent offrir un service qui est très bien ou en tout cas qui est de taille afin d'aller vers les grandes institutions ou les organes pour faire une demande d'investissement. Et puis il y a des concours aussi comme le salon des études entrepreneurs. Cette année, il y a eu 200 millions qui a été partagé parmi tous les candidats gagnants. Donc déjà, c'est beaucoup aussi. Oui, c'est beaucoup quand même. Et avec deux entreprises, comment tu gères l'équilibre entre la gestion de Minci Tradi et de Minci Hôtesse? À part Minci Tradi et Minci Hôtesse, je suis en train aussi de faire le master. Ce qui est sûr, pour une gestion efficace, il faut se planifier. C'est la base. Essayer d'avoir une certaine discipline. Je ne me déclare pas comme étant la personne la plus disciplinée concernant ce genre de choses, mais c'est la base. Tout repose sur comment tu t'organises. Donc, il y a des saisons où Minci Tradi, ça marche super bien, où tu participes aux événements. Donc, il faut avoir un stock et tout. Il y a des moments aussi où tu vas en ligne, comme depuis le début. Et Minci Hôtesse aussi, il y a des événements où il y a beaucoup plus, il y a des périodes où il y a plus d'événements que d'autres. Donc, tu essaies justement de jouer de tout ça, passer des appels, être persévérant, surtout concernant Minci Hôtesse, parce que dernièrement, par exemple, par défaut de temps justement pour tout ça, disons on est entre guillemets en pause parce qu'il n'y a pas d'événement et tout, et pas forcément assez de temps consacré pour l'obtention des contrats. Du coup, il faut juste être organisé, travailler 1000 fois plus dur qu'une personne lambda afin d'atteindre des objectifs que l'autre n'a pas. Quels sont tes objectifs à long terme? Écoute, pour Minci Tradi, pour moi, c'est aller au-delà de la Guinée. Très sincèrement. C'était un moyen pour moi de valoriser le contenu local. C'est vrai, je dis tissu africain.
mais principalement les tissus de cheveux. Idéalement, dans un monde parfait, avec une formation que j'ai eue, mon parcours académique, il faut savoir que j'ai fait administration des systèmes d'information, donc un peu l'informatique. Pour moi, j'ai fait cette option pour que ce soit un outil pour moi, pour réaliser cette passion que j'ai. Donc pour moi, rien ne peut se passer sans le numérique actuellement. C'est de mettre une plateforme sur place qui me permettra de vendre mes produits à l'international avec des innovations bien peaufinées, en tout cas qui n'existent pas sur le secteur de la mode africaine. Qu'on va mettre en place afin d'atteindre l'international. Parce que je sais que le Guinée est un peu en retard par rapport à tout ce qui peut être vendu en ligne concrètement. Oui. Et tout, donc c'est de viser la diaspora, l'international, pour plus vendre et agrandir le business, bien sûr. Mettre aussi un atelier une industrie, je dirais comme ça, de création d'accessoires en tissu. Okay. Bon, on dit souvent que entreprendre, il faut beaucoup de mental. Il faut avoir un mental très fort pour entreprendre. Et c'est pas facile, j'avoue. Alors, comment toi, tu arrives à gérer le stress lié à l'entrepreneuriat? Le stress, la pression, tout ça, quoi. Le mélange de tout ça. Imagine des moments où tu penses avoir réussi un coup, par exemple. Tu te dis, j'ai tout fait pour avoir ce contrat-là. Je l'aurai. Parce que j'ai tout fait pour l'avoir. J'ai tout ce qu'il faut. Ou bien il y a telle chose, je réponds aux critères, je vais être accepté pour ça. Et bon, on te dit non, en fait. Soit tu n'es pas suffisamment bien, ou pour des raisons X et Y. Ce qui est sûr, c'est démotivant. Tu auras beaucoup de bâtons dans les roues. Énormément de bâtons, les difficultés. Mais en fait, c'est quand tu es dans cette période de difficulté, tu vois pas. Mais je pense que ce sont ces périodes qui sont les meilleures périodes de la vie d'un entrepreneur. Oui. Justement, les moments où tu tombes et je te relève. En fait, le truc, c'est facile de dire que tu te relèves. Donc, Oui. tu ne te relèves pas d'un seul coup comme ça. Oui. Il te faudra peut-être des mois, des années même pour ça. Oui. Pour certaines actions, tu vois. Donc, c'est pour cela, entreprendre dans un secteur qui te passionne. Si la chose que tu fais, tu n'aimes pas, dès qu'il y a un problème, tu abandonnes. Oui. Mais quand tu aimes la chose, tu es passionné de la chose, tu le fais sans compter des heures. C'est même pas une corvée. On va dire que tu entreprends, d'accord, pour le monde, mais toi, tu fais juste ce que tu aimes. Tu fais juste ce que tu aimes. Oui. Après, pour que le monde apprécie, il faut d'autres choses, mais toi, tu ne fais que juste ce que tu aimes. Donc, avoir un cerveau, un mental d'acier, de warrior, tu tombes 10 fois, tu te relèves 1000 fois, en fait, pour continuer. Mais surtout, fais ce que tu aimes. Oui. Que ce soit le travailler pour quelqu'un, entreprendre ou quoi que ce soit, dans la vie, essaie d'aimer ce que tu fais. Oui. Quand tu aimes ce que tu fais, tu sentiras un peu que tu travailles. Oui, ça c'est vrai. Et généralement, lorsqu'on veut se lancer, on fait vite face à la réalité. Et surtout dans un pays comme la Guinée, l'environnement n'est pas toujours favorable, n'encourage pas toujours les jeunes à entreprendre. Alors, toi, en tant que jeune entrepreneur guinéen, comment décrirais-tu l'environnement entrepreneurial de la Guinée? Je pense que, honnêtement, je pense que c'est en train de changer. Okay. On a de plus en plus de jeunes qui entreprennent maintenant. Maintenant, après avoir l'idée, c'est pas ce qui est écœurant. Il y a beaucoup d'entreprises actuellement, mais ils disparaissent au bout de 2, 5, 10 ans. Oui. C'est pas commencer, mais c'est comment rester. Certains, c'est des projets qui sont pas très bien étudiés, et d'autres, c'est parce qu'ils ne se donnent pas les moyens pour atteindre, ils abandonnent très souvent parce qu'ils ont vu une personne X réussir dans tel domaine, donc ils veulent réussir dans le même domaine. Et du coup, tu abandonnes plus facilement quand c'est dur parce que c'est pas la même motivation qui t'anime. Donc, ça change, je vois plein de jeunes actuellement qui sont ouverts et même pas nous on va dire nous sommes les jeunes, mais nous avons nos sœurs, nos grandes sœurs actuellement, nos grands frères qui font de belles choses. Et ces gens, quand tu vois leur parcours et qu'ils te voient en tant qu'entrepreneur débutant, je pense qu'il y a plus de pitié par rapport à eux, leur temps par exemple, parce que je suppose que c'est des gens qui ont eu affaire à des personnes plus âgées qu'eux, mais qui sont
trop fermé. Donc l'esprit n'était pas encore développé au plus à l'entrepreneuriat, mais je pense que maintenant, ça commence à aller. Même concernant les parents, chaque parent, quand tu es étudiant, tu dis, je veux faire ci, il t'encourage actuellement, mais avant tu pars à l'école, tu veux faire ça, on dit, non, ne concentre que sur les études. Mais là, en fait, je pense que le monde même change par rapport à ça, et voilà, mais tout le monde aussi n'est pas destiné à être entrepreneur. C'est ça aussi la vérité. Faut le dire quand même. Donc, voilà. Et est-ce que tu penses qu'il y a plus d'avantages que de galères En Guinée? Oui. Écoute, ce qui est sûr, c'est pas... c'est pas un environnement très facile, mais il y a une seule chose. En fait, quand tu es bon et que tu es avec les bonnes personnes, tu fais la bonne chose, ton impact sera grand. En Guinée, moi je dirais l'avantage, si tu es bon dans ton secteur, très facilement tu peux monopoliser le secteur. Très très facilement. Si tu es connu dans ton secteur et que tu as les bonnes ressources, le bon contact, tu peux vite pop. Mais si tu n'as pas tout ça, ça peut être difficile. Parce que justement, cette personne qui est en haut, t'aimerais être à sa place. Il y a des concurrents. T'aimerais détrôner la plus grande entreprise de tel ou de tel, parce que c'est dans ton secteur. Et c'est normal toi en tant qu'entrepreneur. Mais tu n'as pas autant d'années d'expérience que l'autre personne. Donc même si tu proposes mieux, parce que la personne est arrivée avant toi, à monopoliser un moment le secteur, son service va tendre à être médiocre. Donc tu proposes mieux, mais tu n'as pas ces ressources. Donc ça devient compliqué. Et automatiquement avec les personnes qui sont proches, ils peuvent dire non, 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 non. Et quelles sont les opportunités spécifiques au contexte guinéen que tu as identifié en tant qu'entrepreneur? Moi je dirais actuellement c'est le fait d'avoir justement des mentors, je dirais comme ça. Des gens dans chaque secteur qui a réussi. On a de jeunes entrepreneurs très prometteurs et c'est des gens qui sont faciles d'accès. Je pense que l'opportunité, c'est que c'est plus caché en fait. Les difficultés ne sont pas cachées. Des gens qui ont vécu la même chose que toi, ou bien tu vois que quand tu aimerais être comme cette personne et tu pars vers cette personne, elle ne te ferme pas toutes les portes. Moi, te donne une chance, elle t'explique son parcours et tu apprends. Ça t'évite, toi, en tant que jeune, de refaire les mêmes erreurs. Et actuellement, on a plein de trucs comme cette émission, plein d'autres initiatives de plusieurs entités différentes pour justement changer cette mentalité-là, essayer de donner le plus d'informations sur l'entrepreneuriat. Quel est le mindset qu'il faut avoir, quelle action pratique il faut faire. Il y a tous ces trucs qui te permettent quand même de ne pas partir dans le mur de zéro, sans savoir où aller. Les autres, ils ne savaient pas forcément la route. Mais une fois que la route est tracée, il suffit juste de suivre la route et pas d'aller ailleurs, quoi. Donc, ça fait quand même une opportunité pour les jeunes afin d'éviter de perdre du temps sur certaines choses. Et comment vois-tu l'évolution de l'entrepreneuriat en Guinée dans les prochaines années? Très prometteur, très sincèrement. Très prometteur. Il faut juste, en fait, ça c'est même dans le monde, il faut juste que les entrepreneurs arrivent à trouver leur touche. Aujourd'hui, sur les réseaux, Fanta vend des articles. Moi aussi, je vais aller vendre des articles. Même articles que Fanta. D'accord. Mais pourquoi je vais payer chez Fanta et pas chez toi? Ou pourquoi payer chez toi et pas chez Fanta? Donc, essayez de répondre à ces questions. À plusieurs pourquoi. Je donne un exemple concret. Par exemple, je vends, peu importe, une agrafeuse par exemple. Je vends l'agrafeuse. La question c'est, pourquoi est-ce que le client va payer ton agrafeuse? Ça va être pour ranger les papiers, pour agrafer 2 papiers par exemple. Pourquoi il va agrafer des papiers? Peut-être pour mettre dans un classeur. Pourquoi même dans un classeur? Peut-être pour ranger. En fait, répondre à cette succession de pourquoi te permet de vendre quelque chose. Et à date même, on ne vend plus, je pense que c'est révolu, on ne vend pas un produit, on vend une émotion. Donc, avec ces outils qui existent là, trouvez votre pourquoi vraiment de la chose. Ayez un pourquoi fort du produit que vous vendez, peu importe ce que c'est, mais ayez votre touche personnelle. Ça permettra de vous démarquer et peu importe qui viendra, le client aura le choix. On connaît des boutiques où c'est super cher. Le même produit dans une autre boutique moins cher, mais
En sachant ça, tu pars payer chez l'autre. Parce que peut-être l'autre boutique a quelque chose que l'autre ne propose pas. Donc, trouver sa touche, quoi. Et avec cette ère numérique, est-ce que tu penses que le futur de l'entrepreneuriat sera entièrement numérique? Bah oui, oui. Avec l'évolution. Avec cette évolution, tu ne peux pas. Génération. Tout est numérique. Oui. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais tu es au mauvais endroit, ton produit ne sera jamais acheté. Et avoir le pire produit du monde, être dans un musée, sera valorisé. Oui. Une Ferrari, je ne sais pas, dans un quartier abandonné de la Guinée, ne servira à rien. Oui. La valeur n'est pas reconnue si tu n'es pas au bon endroit. Comment être au bon endroit? Aujourd'hui, le monde est interconnecté, c'est les réseaux qui nous lient. Oui. Donc, c'est commencer déjà aux entrepreneurs à penser sur les réseaux sociaux, s'informer sur tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est innovation actuelle, user de tout ça et vendre quelque chose. Comme je disais tantôt, peut-être quand tu m'écoutes, j'ai parlé, tu aimerais bien payer mon produit parce qu'il y a toute cette pensée derrière, parce que j'ai envie de promouvoir l'afro-chic, parce que j'ai envie que les gens se sentent originales, parce que j'ai envie que chaque personne puisse avoir une certaine unicité. Ah oui. Là, tu es convaincu. Mais avant que tu ne sois convaincu, c'est parce que je t'ai parlé. Oui. Mais à date à vendre qu'un produit, tu ne verras pas. Ah oui. Et tu ne peux pas vendre que le produit, donc vendre l'émotion qui est derrière. Et pour ça aussi, la personne aussi qui vend le produit est très importante. Si tu n'es pas connu, ton produit ne peut ne pas être connu en fait, même s'il est le meilleur produit. Donc que les entrepreneurs aussi commencent à travailler sur leur propre personne, leur image, plus, je dirais, numérique avec le personal branding et tout ça. Et puis après, vendre l'émotion. C'est quand tu vois, l'émotion va être ancrée, ton image de marque sera ancrée dans la tête des gens, que automatiquement, ils penseront à ton produit. Donc, en fait, c'est un travail plus psychologique, communication et tout ça, mais c'est des trucs à savoir quand même. Et quel conseil donnerais-tu à un frère ou une sœur guinéenne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Écoute, tu veux te lancer, lance-toi. Ça peut marcher ou ne pas marcher. Ah oui. Tu tapes un poteau, lève-toi, va taper le prochain jusqu'à ce que ça marche. Maintenant, si tu penses que ce n'est pas pour toi, ne casse pas la tête. Oui. Tout le monde n'est pas obligé de créer une solution. Peut-être que tu peux participer ou aider quelqu'un qui veut. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Oui. Mais si tu penses que c'est un truc qui peut être porteur, franchement, donne-toi à fond. Si ça échoue, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Tu auras fait en tout cas. Tu n'auras pas ce regret-là de ne pas avoir essayé. Exactement, au moins tu auras essayé. Alors, nous allons passer à un jeu d'action-vérité. D'accord. Où tu auras droit à une action et 3 vérités. Déjà, action-vérité déjà. Action. Ok. Raconte-nous un moment difficile vécu de ton parcours entrepreneurial. C'est-à-dire un moment où tu as vraiment eu chaud à la tête. Où tu te dis, c'est bon. Si ce n'était pas la passion, là, tu allais abandonner. Moi, je dirais c'était plus lié à ma vie personnelle qui a influencé en fait. C'était une période où il y a eu beaucoup de changements dans ma vie et je devais participer à un événement. C'était Balu Expo, la 2e édition de Balu Expo. Alors, franchement, je n'ai jamais oublié. C'était une période où j'étais entre le travail, la maison et il faut savoir qu'avant j'habitais à Nangor. Donc j'étais plus proche de là où mes activités se passaient. Et j'ai déménagé à la T8, donc Symphonia. Je travaillais à l'époque à Kipé. Et j'avais l'exposition à Nangor, au stade de Nangor. Comment faire tout ça en une journée? Donc le matin, déjà avec la préparation de commandes et tout, la gestion même du stand, ça m'avait beaucoup fatiguée parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément quelqu'un qui pouvait rester là-bas, mais au final, c'est ce que j'ai fait. Mais vu que c'était au début, je n'avais pas forcément le cœur apaisé de laisser quelqu'un gérer, vu que j'ai toujours fait tout le temps moi-même. Donc ces périodes même, au final, ça m'a permis de déléguer. Donc le fait de gérer, de quitter le boulot, aller, rentrer à la maison, revenir, quand il y a des commandes,
quand il y a des trucs qui manquent, quand tu rentres le soir, il faut faire une production pour ramener le matin. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Déjà le trajet. Le trajet, le stress du boulot, Oui. stress de ça, stress de la maison. Non, ça t'a. Seulement la passion. En fait, après, c'est quand tu finis tout ça, tu dis logiquement, je dois être fatiguée. Oui. Mais tu n'es pas fatiguée. Oui. Justement, quand tu es en train de produire, et tu te retrouves à te coucher peut-être 3 heures, 4 heures, le matin, tu te réveilles encore. Et c'est vrai que ton corps peut s'épuiser, mais mentalement, tu as ce truc, comme tu as encore cette force. Parce que justement, c'est un truc que tu aimes et que tu as envie de faire. Ah oui. Et maintenant, vérité. En vérité. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise au cours de ton parcours entrepreneurial? Que tu as apprise de tes erreurs entrepreneuriales? Moi, je pense que le plus grand truc que j'ai eu à apprendre, c'est que tu ne peux pas. C'est pas tout le monde qui peut adhérer à ton idée, en fait. Il y a certaines personnes, il ne faut pas forcer, surtout la gestion humaine. Donc, je disais tantôt, j'ai toujours commencé à travailler avec mes copines. Donc, je travaille avec mes copines. Donc, imagine des gens avec qui tu as traîné depuis le collège, le lycée, on est ensemble. Et te mettre dans cette posture où tu dois mettre des limites. Non, on ne fait pas ça. Non, tu dois faire ça. Il faut t'imposer. Et pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très, très sociable, très, très empathique aussi. Donc, j'aime pas forcément te dire quelque chose de blessant. Mais travailler avec surtout des amis, c'était très dur. Quand des fois je veux dire quelque chose, mais je le dis pas. Parce que j'ai pas envie de te blesser. Mais au moment, tu te dis, il faut que tu tapes sur la table en fait, sinon ça va s'écrouler, ça n'ira nulle part. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup appris côté gestion et leadership, voilà quoi. Alors, prochaine question vérité. Si tu pouvais changer une seule chose dans l'environnement entrepreneurial en Guinée, ce serait laquelle? Formation. Formation. Et dernière question vérité. Quel est l'aspect entrepreneurial qui te passionne le plus? Quel est l'aspect, de l'entrepreneuriat qui te passionne le plus? L'innovation. Pour moi, en fait, l'innovation. Parce que vu le secteur où je suis, c'est la seule chose qui te permet de te démarquer. Et avec ce que je prévois faire, je pense que ça va être une première dans le secteur de la mode africaine. Et donc, innover. Innovation. Alors, nous allons terminer. Bon, c'est déjà fini, mais je vais te poser une dernière question. À côté de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu comptes faire d'autre comme métier en relation soit avec tes études? J'ai fait administration des systèmes d'information, donc j'ai un bachelor en ça. Et actuellement, je fais mon master en management de projet. Donc, pour moi, comme j'ai dit, le digital, c'est un outil. Je fais de la gestion de projet digital. Actuellement, c'est ce que je fais. Mais je fais un master en gestion de projet pour avoir un champ beaucoup plus large afin de travailler dans des secteurs différents. Mais pour moi, dans quelques années, suite à tout ça, je me vois en tant que consultant en gestion de projet. Voir comment, en fait, j'aime tout ce qui est réflexion liée au changement. Donc, la gestion de projet, c'est plus ça, en fait. Être cette personne qui va mettre en pratique peut-être une idée, qui va réfléchir à comment mieux mettre en pratique ton idée, mieux concrétiser tout ça, soit à travers des applications, généralement dans le monde digital, ou des plateformes qui te permettent de résoudre des problèmes de procédure et tout. Donc, c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours et c'est à ça que j'aspire en fait. Donc, l'un ne gâche pas l'autre. Dans tous les cas, j'utiliserai mes compétences en gestion de projet pour gérer mes entreprises, gérer mes propres solutions en interne et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup Minata Gué, c'était vraiment un plaisir. Et vraiment merci. Merci et merci à vous aussi de nous avoir suivis. À bientôt. Très bientôt, Inch'Allah. Aïe, enfin. Mais j'ai un problème.